Mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires et donateurs, chers membres de la communauté de l'IRCM, soyez les bienvenus à cette 22e édition du grand dîner annuel de la Fondation de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Après 2 ans de pandémie, on peut enfin à nouveau se retrouver ensemble en personne dans ce décor magnifique du marché Bon Secours. Je pense que ça vaut la peine qu'on applaudisse juste ça très fort. Alors, merci d'être là pour cette soirée qui sera festive, bien sûr, qui sera délicieuse, je vous le promets, mais aussi informative et ludique. Je m'appelle Marie-Claude Lavallée, je suis très heureuse d'animer ce dîner annuel et je suis fière de m'associer à cet événement qui aidera à aller plus loin dans la recherche du labo aux patients. Ce soir, il y aura quelques interventions sur scène, évidemment, comme celle-ci. Je vais vous demander le silence quand il se passe quelque chose sur scène parce que je vous promets qu'il y aura vraiment de bons moments de réseautage. Vous allez avoir en masse le temps de parler entre vous, mais juste par respect pour les médecins qui prendront la parole, pour les gens qui ont des messages importants pour vous, j'apprécierai votre silence quand il se passera quelque chose sur scène. Merci à l'avance. Bon, ce soir, on est ensemble pour célébrer l'excellence en recherche porteuse de guérison, inspirée par la vie, pour reprendre le slogan de l'IRCM. Vous savez, dans cet édifice qu'on voit ici, juste devant l'Hôtel-Dieu de Montréal, plus de 30 équipes de chercheurs travaillent sans relâche pour tenter de comprendre des mécanismes inconnus jusqu'à maintenant, ou presque. On va y revenir d'ailleurs au cours de la soirée. Chaque petit pas en recherche peut mener à la compréhension de maladies parmi les pires qui peuvent nous atteindre ou atteindre ceux qu'on aime. L'IRCM, c'est la recherche fondamentale, bien sûr, mais c'est aussi de la recherche clinique, c'est important de le dire, et l'accompagnement de patients qui font face à des problèmes de santé parfois complexes. L'équipe de la clinique de l'IRCM repousse, elle aussi, les limites des connaissances médicales et contribue au développement des traitements. Cette année, le thème de la soirée, du labo aux patients. On va vous parler de cette grande aventure de la recherche fondamentale et clinique en santé qui commence par une exploration des mécanismes biologiques du corps humain, bien sûr, pour découvrir, pour comprendre éventuellement la source des maladies et bien sûr, éventuellement, élaborer des traitements. Pour illustrer ce chemin de la connaissance, on a choisi de vous parler plus précisément ce soir d'ARN. On a tous entendu ad nauseam des milliers de fois depuis l'arrivée des vaccins anti-COVID ARN. Bon, alors ARN, c'est acide ribonucléique. Une fois qu'on sait ce que ça veut dire, on aimerait bien savoir ce que c'est exactement et ce que ça fait dans notre corps, dans nos cellules. Vous allez être surpris. Ce qui est absolument fabuleux, c'est que l'exploration du potentiel de l'ARN est encore à ses débuts. C'est une exploration porteuse de tellement d'espoir de guérison. Et l'IRCM est en train de devenir un pôle majeur, en plus, un pôle majeur d'expertise dans ce domaine-là, grâce à vous, entre autres, partenaires et donateurs de la Fondation de l'Institut. Tout au long du repas de la soirée, vous rencontrerez des chercheurs phares qui font déjà une magnifique différence par leur travail assidu. Mais d'abord, vous avez sûrement remarqué que sur la passerelle qui mène à cette salle, nous avons un magnifique encans silencieux ce soir. Alors, j'ai vu de très belles bouteilles de vin, des billets de spectacle, d'événements sportifs, des certificats cadeaux pour des boutiques, des spas, des restos, l'embarras du choix. Mais j'ai aussi remarqué 2 belles rencontres possibles via l'encan. Une rencontre avec Dr Emilia Liana Falcone, spécialiste entre autres de la COVID longue que vous avez pu voir dans les médias fréquemment, et une rencontre aussi avec le Dr André Veillette, chercheur en oncologie, qui lui aussi a été très généreux avec les médias pour expliquer formidablement bien les enjeux de la COVID. J'ai souvent eu l'occasion de l'avoir à mon micro à 98.5, ça a été formidable. Alors, je vais vous laisser regarder tout ça et miser pour la cause, et c'est lot fabuleux. L'encan fermera à 21h15. Je vais vous le rappeler plus tard. Nous aurons aussi en fin de soirée le tirage de 2 billets d'avion très généreusement offerts par Air Transat. 2 billets aller-retour, classe économie au départ de Montréal vers n'importe laquelle des destinations desservies par Air Transat. Des bénévoles qui sont des étudiants ou des employés de l'IRCM passeront à vos tables tout à l'heure pour vous proposer ces billets de participation. Vous pouvez aussi en tout temps vous les procurer à l'entrée de la salle.
Sachez que vous devrez être présent au moment du tirage puisqu'il s'agit là d'un prix de présence. Maintenant, permettez-moi de vous présenter quelques personnes de notre table d'honneur. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de vous lever à l'appel de votre nom et à vous tous de garder les applaudissements pour la fin. Je commence par Dr Rémi Quirillon, scientifique en chef du Québec, que nous aurons la chance d'entendre au cours de la soirée. Messieurs André Couillard et Richard Mérand, respectivement président de la Fondation de l'IRCM et président du conseil d'administration de l'IRCM. Dr Jean-François Côté, nommé président-directeur scientifique de l'Institut au cours de la dernière année. Dr Éric Lécuyer, directeur de l'unité de recherche en biologie des ARN à l'IRCM. Dr Côté et Dr Lécuyer vous parleront tout à l'heure de ce qui les passionne, de ce qui les anime au quotidien. La présidente du comité des ambassadeurs et administratrice de la Fondation de l'IRCM, Mme Ginette Paquin, devait être des nôtres, mais a eu un empêchement de dernière minute, un vilain virus. Elle me demande de remercier en son nom les membres du comité des ambassadeurs du dîner de ce soir qui ont travaillé très, très fort. Vous allez voir leur nom justement à l'écran. Alors, Mme Paquin, mon petit doigt me dit que vous êtes malgré tout avec nous virtuellement. Alors, je veux que vous sachiez que toutes nos pensées vont vers vous. Prompt rétablissement à vous. Et toujours à la table d'honneur, M. Luc Rodier, président d'honneur du dîner annuel. On applaudit très fort. Maintenant, pour ouvrir officiellement la soirée, j'invite justement M. Luc Rodier à me rejoindre sur scène. M. Rodier est président et chef de la direction chez Guilvin International, membre du CIAD de la Fondation de l'IRCM et surtout ce soir, président d'honneur du dîner annuel 2022. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Marie-Claude. On m'a dit qu'on pouvait s'appeler par nos noms. Absolument. C'est pas mal plus sympathique Absolument. comme ça. Bon, Luc, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Absolument. Bon, alors tu as accepté pour une deuxième année de suite d'être président d'honneur de cette grande soirée, le dîner annuel de la Fondation de l'IRCM. Tu es donc un acteur très important de cette soirée. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne envie de t'engager comme ça pour cette cause-ci? Bien, pour ceux qui étaient là en 2021, pour notre édition virtuelle, m'ont entendu parler d'Alain Fontaine, un ex-collègue qui était très impliqué dans la Fondation. Puis c'est un peu en son honneur que j'ai décidé de m'impliquer. Et pour moi, de voir une salle remplie comme ça ce soir, c'est absolument, absolument phénoménal. Fabuleux, je suis tellement d'accord. Et donc, depuis cet événement, c'est comme un peu devenu ta cause, la cause de l'IRCM. Oui, j'ai décidé de m'impliquer personnellement. J'ai décidé aussi d'impliquer l'entreprise, de mettre à profit mon réseau pour faire bénéficier, dans le fond, de ma communauté d'affaires, à l'ensemble de l'organisation. Puis, je ne peux pas être plus fier que ça. Regardez ce soir. Je ne peux pas être plus fier que ça. J'avoue. Et Luc, la science est hyper important. Plus on avance, plus on découvre des choses, mais plus on se rend compte aussi de tout ce qui reste à découvrir. Et ça, c'est fabuleux. J'ai le goût de dire, ça serait en anglais, mais sky is the limit. Le firmament est la limite. Puis encore, je pense qu'on va plus loin que ça. Alors, la recherche est aussi un moteur de développement social et économique. Et des gens comme toi qui décident de s'investir pour faire avancer la cause, c'est franchement précieux. Mais je pense que c'est un peu notre rôle. Comme chef d'entreprise, comme homme d'affaires, comme femme d'affaires, de s'impliquer dans des causes aussi importantes que ça, des causes qui font avancer la science, mais qui font aussi rayonner les connaissances d'ici à travers le monde. Les chercheurs de l'IRCM, par la qualité des recherches qu'ils font, par l'avancement qu'ils viennent porter, réussissent à rayonner à travers le monde, puis je suis extrêmement fier de pouvoir supporter ça. And we have a few English guests tonight. We do have a few English guests, and I'd like to thank you very much for supporting ERCM, even if you're coming from outside the province. When we ask you to step in, you're always ready to help, so thank you very much. Thank you for being our partners. Et la même chose en français pour nos partenaires d'affaires, les gens qui nous ont supportés, l'ensemble des gens qui supportent le gala de ce soir, le souper de ce soir. Merci beaucoup. Merci de répondre présent. Merci au nom de l'IRCM. Puis moi, je dis aussi merci à... Merci à toi, Luc, parce que ce qui me fascine, puis on va te retrouver plus tard dans la soirée, ce qui me fascine toujours avec des gens comme toi, chef d'entreprise, hyper occupés,
On dirait que plus on est occupé, plus on trouve le temps de s'occuper de choses comme ça. Et ça me fascine et je trouve ça formidable. Et je te dis merci. Ça me fait un grand plaisir. Tu as parlé de l'encan tantôt. L'encan, c'est super important. C'est une partie très importante de la levée de fonds de ce soir. Vous êtes peut-être gêné d'aller miser. Je pense pour vous motiver un petit peu plus, Christian, mon CFO, est ici. Je lui ai parlé tantôt et on a décidé de matcher, d'équivaloir les dons pour la soirée de ce soir. Non. Donc, chaque dollar que vous investissez jusqu'à concurrence... Wow! C'est la chair de poule. Chaque dollar investi ce soir va être égalisé par Guy Levin jusqu'à concurrence de 50 000. Là. Mon CFO m'a demandé de mettre une limite. Donc, n'hésitez pas. Allez miser. Il y a des belles bouteilles de vin, il y a des bons prix. Misez. Le tirage, la même chose. Donc, merci énormément. Merci de votre contribution. Ouais, moi, j'ai le goût d'ajouter, si vous gagnez la rencontre avec les 2 médecins, j'aimerais ça aller avec vous. C'est bon. Merci, Marc-Claude. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, à tantôt. Et là-dessus, mesdames et messieurs, je vais céder la parole à un homme qui, tout en poursuivant ses travaux de recherche, joue maintenant un rôle de leader au sein de l'IRCM. J'invite le docteur Jean-François Côté, président-directeur scientifique de l'Institut et directeur de l'unité de recherche et directeur de l'unité de recherche en organisation du cytosquelette et migration cellulaire, c'est tout simple, et une invitée bien spéciale qui va nous présenter lui-même dans quelques instants. Super. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Marie-Claude. Invitation acceptée Marie-Claude, tu es la bienvenue aux rencontres avec les chercheurs. Si jamais il y en a d'autres qui veulent miser sur d'autres chercheurs, d'autres chercheuses, ils sont à vendre aussi. J'ai pris la décision exécutive sans parler à mon CFO. Donc, bonsoir à tous et toutes. Bonsoir, M. Rodier et Luc. Merci beaucoup pour ton appui. Bonsoir et bienvenue, Dr. Quirion. Chers amis, chers partenaires, mes collègues de l'IRCM et tous les employés dévoués de l'IRCM, c'est vraiment un honneur de travailler avec vous au quotidien. Un gros merci à la Fondation et à tous ceux qui ont travaillé à organiser ce merveilleux événement. Mais ce soir, c'est un merci particulier que je tiens à souligner vraiment. C'est nos donateurs et l'impact majeur que vous faites sur nos activités de recherche. Comme le disait Marie-Claude, vraiment, quelle joie de se retrouver tous ensemble. Plusieurs nouveaux partenaires qu'on a développés pendant la dernière année. Quel plaisir de vous recevoir à notre souper annuel. Vous savez, à l'IRCM, on travaille fort, mais on sait aussi faire le party comme vous voyez ce soir. Cette année, c'est en tant que président et directeur scientifique que je vous reçois à cette soirée et c'est vraiment un honneur de m'adresser à vous. Ce soir, le thème de la soirée sera du laboratoire au patient avec en filigrane la thématique de l'ARN. Comme vous savez, comme Marc-Claude a dit, l'ARN est vraiment un signe porteur pour les thérapies de demain. Du labo au patient, oui, parce qu'après tout, tous les nouveaux médicaments, toutes les nouvelles thérapies, tous les développements dans les soins, presque toutes ces avancées-là prennent place dans des laboratoires qu'on appelle de recherche fondamentale, avec des idées innovantes. Certaines vont fonctionner, certaines ne vont pas fonctionner. Mais c'est comme ça que ça commence, puis c'est là qu'il faut soutenir la base de la recherche pour amener les traitements de demain. Comme vous savez, comme on a dit ce soir, l'IRCM est un lieu de recherche et de recherche clinique qui nous place aux premières loges vraiment pour les avancées et la compréhension des maladies et l'avancement des soins. Avant-gardistes, nous avons fait des recrutements il y a plus d'une décennie dans les thématiques de l'ARN. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes rendus à un moment où nous avons cette thématique comme un créneau d'excellence. Vous pouvez donc être fiers, vous qui choisissez d'appuyer l'IRCM, de porter une cause qui est utile, et vous pouvez me croire, je vous en remercie de tout cœur. De plus en plus, l'IRCM, ce joyau un peu caché, prend toute sa place sur l'avant-scène. Nous tiendrons cette année, sous notre leadership, une version provinciale du concours de vulgarisation scientifique SciPop, qui bénéficie du généreux soutien du FRQS, des Fonds de recherche du Québec en santé. Et je tiens d'ailleurs à remercier Dr. Rémi Quirion, ici ce soir,
pour vraiment supporter cette vision, puis pour vraiment apporter le citoyen comme un partenaire avec nous, les scientifiques. Donc, du labo au patient, c'est là que je deviens un peu émotionnel, c'est l'humain avant tout. Pour ma part, et tout au long de mon parcours pour devenir chercheur et toutes les étapes depuis, le patient a toujours été en filigrane de nos recherches sur le cancer du sein. Mais après, évidemment, il y a ceux qu'on aime de tout cœur, nos proches, qui sont touchés par des maladies. Donc, à ce sujet, ce soir, c'est mon grand plaisir de recevoir sur scène avec moi ma petite sœur Annie. Annie qui bénéficie vraiment de traitements en cancer qui sont vraiment issus des laboratoires, de la recherche des laboratoires. Puis, je te laisse la parole pour parler de ton histoire. Donc, en mars 2010, mon médecin m'a téléphoné, m'a demandé d'aller la voir dans son bureau pour m'annoncer que les examens préventifs que j'avais faits avaient dit que j'avais un cancer du sein. Ensuite de ça, ils ont passé une batterie de tests où j'étais traitée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ma très grande amie Marie-Hélène, qui est avec nous ce soir, a rencontré le médecin avec moi pour me dire que j'avais en fait un cancer du sein métastatique, c'est-à-dire que j'avais un cancer du sein, mais c'était partout dans mes os. Mars 2010. 13 ans presque plus tard, avec de la chimiothérapie aux 3 semaines depuis les 13 dernières années, 9 chirurgies, dont 2 à la colonne vertébrale, et de la chimiothérapie hier, en fait, que j'ai reçue, puis je me suis emmenée ici aujourd'hui. Si je suis encore ici maintenant, c'est grâce à la recherche fondamentale, c'est grâce à tous les nouveaux médicaments que des gens comme l'IRCM recherche. Les applaudissements, tous les applaudissements que vous donnez maintenant, c'est vraiment grâce à des chercheurs comme mon frère qui, grâce à la recherche, trouvent des médicaments qui peuvent soigner des gens comme moi. Si je recule à mars 2010, je me souviens, mon médecin me dit, on va appliquer pour un médicament expérimental. Donc, après ma chimiothérapie, j'allais recevoir un médicament expérimental qui aujourd'hui est pratique courante. Là, les femmes qui ont des cancers comme moi le reçoivent sans avoir à appliquer pour une grâce. Là. Et j'ai reçu ce médicament-là pendant un bon 5 ans. Et après 5 ans, c'est revenu dans ma colonne vertébrale. Et mon mari, qui est ici ce soir, m'a amené à l'hôpital un soir parce que la tumeur m'a paralysée, en fait, de la poitrine, du ventre aux jambes. Et donc, la preuve que le médicament que j'ai reçu pendant 5 ans avait arrêté de fonctionner. Et heureusement, encore une fois, grâce à la recherche, il y avait un nouveau protocole qui était encore un protocole de recherche, mais c'était un nouveau médicament qui avait une cellule de chimiothérapie à l'intérieur. Et quand mon corps produisait une cellule cancéreuse, cette cellule-là venait la détruire et donc j'avais pas de métastase qui réapparaissait. Et ça fait 7 ans et on touche du bois. C'est jamais revenu depuis. Donc, moi... Donc, moi, quand j'entends vos applaudissements, c'est vraiment les gens qui font la recherche, qui sont mes héros à moi. Et quand vous donnez des sous, ça aide les gens comme moi, que quand un médicament arrête de fonctionner, on sait qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, puis qui vont pouvoir nous guérir, puis nous garder en vie. Et notamment, toutes les technologies de l'ARN, qui bientôt, on va recevoir des traitements personnalisés avec l'ARN. Je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est toi qui vas le dire. Éric va l'expliquer tantôt. Éric va l'expliquer tantôt. Merci beaucoup.
quel beau témoignage, quel témoignage incroyable. Merci à vous deux. Vous êtes formidablement inspirants et vous donnez encore plus de sens à cette soirée du labo aux patients. Je vous laisse commencer votre repas, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de miser à l'encan. Je vous ai dit que je vous le rappellerai sur vos téléphones. Donc, avant 21h15, le code QR est affiché sur vos menus. Bon appétit, à tantôt! Mesdames et messieurs, je vais vous demander de regagner vos places, s'il vous plaît. Merci à mes complices dans la salle. Merci de votre attention, c'est très apprécié. Alors, chers invités, chers partenaires et donateurs, j'espère que vous appréciez la soirée jusqu'à maintenant. Quel beau moment pour réseauter. On va maintenant faire un petit quiz. Rien de difficile, mais qui deviendra un beau prétexte pour mieux comprendre toute l'implication de nos chercheurs dans différents aspects de l'ARN du labo aux patients, qui est bien sûr au cœur de tout à l'IRCM. J'ai 3 questions et je ne vais pas vous demander de répondre dans la salle. Je ne vais pas pointer quelqu'un, je vous rassure tout de suite. C'est dans des vidéos, des courtes vidéos que vous aurez les réponses aux questions. Alors, dans la première vidéo, vous allez rencontrer la docteure Marlène Hoffinger. Elle travaille sur des aspects très fondamentaux de l'ARN. Ma question, quel est le lien entre les travaux de la docteure Hoffinger et les manuscrits du Moyen Âge, les manuscrits médiévaux? La réponse dans la vidéo. Hi, my name is Marlene Hoffinger and I'm the head of the RNP Biochemistry Lab here at the IRCM. I had a passion for RNA biology since my undergraduate degree back in Vienna when I studied there, and my lab is really interested in understanding how RNA, which is the template of our DNA, of genetic code, is processed, and in particular how this is done in a way that no errors are introduced and the message of our genes can be propagated in our cells error-free. So it's like imagining the copy of text. If you think about our DNA as text that has to be transcribed, meaning copied, then you just think about books. In medieval times, text had to be copied or transcribed manually by many monks. But of course, sometimes some errors were introduced in that copying process, and that is also something that happens in our cells. Of course, if an error is introduced, then that is reproduced over and over again, and ultimately when then this message is translated either in a different language, as in the case of text, or into proteins in our cells, then this error is propagated and can cause serious issues such as disease. So my lab predominantly is interested in fundamental mechanisms and really trying to understand them. But of course, looking at how errors are reproduced within cells and how that can lead to disease is also an important part of research. A few years ago, I had a postdoc in my lab who was a jazz musician at the same time. And one of his biggest idols was John Coltrane, who himself died of ALS, a devastating disease some of you might know from the Ice Bucket Challenge. And so my postdoc wanted to combine our passion for RNA biology, but also his passion for looking for potential cure, or at least the underlying mechanisms for ALS. And we combined these two passions to start a new project in the lab that is still ongoing. Wow. Les ARN qui sont transcrits dans notre corps de nombreuses fois, comme les manuscrits à l'époque, incroyable. Deuxième question du quiz. Dans la prochaine vidéo, nous allons à la rencontre de 2 scientifiques, le docteur Martin Sauvageau, qu'on va retrouver dans son laboratoire, en compagnie de Sophie Eresman. Ils vont nous parler de leur recherche qui s'attache à l'immense partie encore immergée de l'iceberg que représente la science de l'ARN. Ma question: quel est le pourcentage des ARN dont on ne connaît pas encore les fonctions? Vidéo. L'ARN est une molécule très versatile qui a des fonctions régulatrices, enzymatiques, mais qui est aussi une manifestation de l'information génétique contenue dans notre ADN. Et ça constitue une caractéristique clé
qui donne l'énorme potentiel thérapeutique à l'ARN. Et un peu comme de façon digitale, en changeant simplement la séquence de l'ARN, on peut maintenant générer une toute nouvelle thérapie qui peut cibler n'importe quel gène de notre génome, même ceux qui auparavant étaient considérés comme indrogables. Si on regarde toute la recherche biomédicale qui a été faite jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est plutôt focalisée sur une petite partie de notre génome, c'est-à-dire sur les 2% d'ARN qui proviennent de notre génome et qui vont éventuellement être traduits en protéines. Et pourtant, on sait qu'il existe des dizaines de milliers d'ARN qui, eux aussi, proviennent de notre génome, mais ne forment pas de protéines. Et donc, il reste encore beaucoup de recherches à faire pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Mais avec le séquençage de génome, on a pu déterminer qu'une grande partie des mutations qui sont associées à des maladies humaines se retrouvent dans ces parties-là du génome, c'est-à-dire les 98% d'ARN qui ne sont que très peu étudiés. Donc on sait que quand il y a un dysfonctionnement au niveau de ces ARN-là, il peut y avoir la formation de maladies. Par exemple, moi, je travaille sur une sous-catégorie de ces ARN, et ce sont des ARN qui vont fonctionner un peu comme des techniques de ciblage moléculaire qui vont permettre d'organiser les informations qui se trouvent dans une cellule. Quand il y a un dysfonctionnement au niveau de cette organisation-là, à cause de ces ARN-là, il peut y avoir le développement de nouvelles maladies, comme par exemple le développement de tumeurs du cancer du sein. Donc moi, mon rôle, c'est d'étudier la formation de ces tumeurs de cancer du sein pour identifier et caractériser les ARN qui y sont impliqués et éventuellement essayer de développer des nouvelles approches thérapeutiques qui nous permettraient de corriger les défauts causés par ces ARN-là. À l'IRCM, on a présentement 4 programmes de développement de thérapie à ARN en collaboration avec les docteurs Nabil Seda, Michel Cahouette, Frédéric Charon et Jennifer Estal. En plus de développer ces thérapies à base d'ARN, le Centre d'innovation et de médecine en ARN vise à développer des nouvelles approches et technologies pour mieux étudier les ARN et améliorer le ciblage, le dosage et l'efficacité des thérapies à base d'ARN. En tout, c'est un environnement idéal pour la formation de la nouvelle génération de scientifiques en ARN. Fascinant, fascinant. 98% à comprendre encore. La science est vraiment une aventure fascinante. Une dernière vidéo, dernière question. On va maintenant à la clinique de l'IRCM avec la docteure Sophie Bernard pour observer la mise en application des découvertes auprès des patients et l'importance de l'ARN. Je vais vous demander votre attention, s'il vous plaît. L'importance donc de l'ARN dans les essais cliniques. Dans quelle proportion les essais cliniques menés par l'équipe de Dr Bernard sont à base d'ARN? Voyons voir. Donc, je suis Dr Sophie Bernard, je m'occupe de la clinique de lipides à l'IRCM. Donc, nos patients sont atteints de troubles lipidiques, soit élévation du cholestérol, soit des triglycérides. Ces patients, jusque-là, surtout ceux atteints d'élévation des triglycérides, n'avaient pas à leur disposition de traitement efficace. Et grâce à des molécules qui sont en développement, nous pensons pouvoir leur offrir une thérapeutique vraiment ciblée, prometteuse dans les années à venir. Tout le monde connaît les petits ARN qui ont été utilisés comme vaccin lors de la pandémie de Covid. Donc nous, à l'Institut, on a plusieurs études, c'est plus de 2/3 de nos études actuellement en cours qui utilisent cette technologie de petits ARN pour traiter nos patients. Et ainsi, dans l'hypertriglycéridémie, où il n'y avait pas de traitement efficace jusqu'alors, ces petites molécules permettent de cibler une protéine et de diminuer sa production de façon importante et ainsi d'offrir un traitement efficace aux patients. Donc, à moyen terme, dans quelques années, ces patients pourront bénéficier de ce tel traitement vraiment efficace. Donc, 2/3 des essais cliniques de Dr Bernard, actuellement à l'étude, utilisent les ARN. Bon, alors voilà pour le jeu questionnaire qui nous a donné quand même un aperçu de ce qui trame en ARN à l'IRCM. Et on a vu, vous aurez compris, seulement quelques-uns des chercheurs de l'IRCM qui travaillent sur ce sujet. Maintenant,
J'ai le plaisir de vous présenter un leader du domaine de l'ARN à l'IRCM et dans le monde. Il va nous parler de l'engouement qui se vit en ce moment autour de l'ARN, de ce qui se passe dans son labo et de l'avenir tellement prometteur de la recherche dans ce domaine. J'invite sur scène le Dr Éric Lécuyer, directeur de l'unité de recherche en biologie des ARN. Bonsoir, cher docteur Lécuyer. Alors, on a entendu parler d'ARN tellement de fois ces derniers mois, mais je suis pas sûre qu'on sait tous exactement ce que ça veut dire et surtout l'importance que ça a pour nous tous, parce que ça a une importance capitale, l'ARN, et pas juste pour les vaccins, mesdames et messieurs. Oui, bien, en ce moment, on vit une espèce de période de révolution de l'ARN, à la fois dans notre compréhension de ce que les ARN font dans nos cellules, puis aussi, comme on a vu pour les vaccins, l'émergence de technologies où on utilise soit l'ARN comme une molécule thérapeutique ou pour cibler l'ARN aussi. On a des nouvelles approches pour cibler les ARN pour traiter une variété de maladies qui étaient jusqu'à maintenant non traitables. Mm-hmm. Ouais. Et puis, ben, en fait, vous comparez même ça un peu à la découverte des antibiotiques à l'époque. Oui, exact. Donc, les recherches dans les dernières décennies ont culminé vers là où on est rendu avec ces connaissances, puis pouvoir utiliser l'ARN comme vraiment une nouvelle batterie de thérapies qui ont beaucoup de promesses. Là. Fantastique, fantastique. Parlez-nous plus précisément du rôle des ARN dans nos cellules. Elles font quoi exactement? Je pense que vous avez des images aussi. Oui, donc vous allez voir les diapositives à l'écran. Les ARN sont vraiment des joueurs centraux dans la cellule. Donc, la majorité d'entre nous, on a appris à l'école secondaire que notre matériel génétique, notre ADN, réside dans nos noyaux, puis contient essentiellement les instructions pour créer toutes les cellules dans notre corps. Donc, pour que ces instructions soient mises en œuvre, les gènes dans notre ADN doivent être transcrits sous forme de molécules d'ARN. Donc, ce qu'on voit à l'écran, l'ARN, c'est la pièce centrale dans ce chaînon, ADN, ARN, protéines. Et par la suite, on a certains des ARN dans nos cellules qui vont être des ARN messagers et servir de matériel pour produire des protéines. Donc, on appelle ça la traduction parce qu'on passe d'un langage d'acide nucléique en acide aminé. Et si on fait apparaître la prochaine... donc, ce qui est fascinant, c'est que chaque cellule dans notre corps exprime environ 100 millions de ces molécules d'ARN. Et ici, on pense au fait que le corps humain contient environ 30 000 milliards de cellules. Donc, on a environ 10 à la 21 molécules d'ARN dans un corps humain, ce qui est à peu près l'équivalent dans la même zone de chiffres que le nombre d'étoiles dans l'univers. Donc, c'est tout un monde fascinant pour lequel on est en train de prendre avantage de cette complexité pour développer des nouvelles approches thérapeutiques. À partir de l'infiniment petit, on pourrait dire, vraiment. Sur quels aspects précis des ARN vous travaillez en ce moment à l'IRCM? Oui, donc dans mon laboratoire, plus particulièrement, on s'intéresse à comment les ARN sont acheminés dans différentes régions de la cellule, donc ce qu'on appelle la localisation intracellulaire. Mm-hmm. Donc, vous pouvez voir à l'écran différentes images de microscopie qu'on a prises de cellules en culture, pour lesquelles on a fait des marquages, soit des noyaux, donc l'ADN des noyaux qu'on voit en bleu, et en vert, on a différents ARN qu'on est venu peinturer pour voir où ils sont localisés dans la cellule. Et ce qu'on voit, c'est que ces ARN ont des patrons de localisation extrêmement diversifiés dans la cellule. Et on s'intéresse, nous, à comprendre comment ces mécanismes de transport sont régulés. C'est un peu comme, par analogie, à mettre une lettre à la poste. Les molécules d'ARN vont avoir des codes postaux qui vont dire à la cellule où les transporter. Et la cellule va avoir des transporteurs moléculaires pour les acheminer à différents endroits. Et on peut s'imaginer s'il y a des défauts dans ces mécanismes de transport, ça peut mener à des conditions de maladie. Donc, par exemple, si les codes postaux sont perturbés, si les transporteurs FedEx ou de Post Canada ne fonctionnent pas bien, s'il y a une grève, on se trouve à bousiller les réseaux de transport des ARN. Ouais. Et il y a plusieurs maladies comme la sclérose latérale amyotrophique, l'ALS, et aussi donc des maladies neurodégénératives, par exemple, et des maladies musculodégénératives comme la dystrophie myotonique, qui est particulièrement prévalente dans certaines régions du Québec, qui sont directement affectées par des défauts de transport des ARN. Donc, il y a énormément de potentiel à
comprendre comment c'est régulé, puis développer des nouvelles approches pour traiter ces maladies, justement. C'est tellement prometteur et mystérieux en même temps. Pour vous, ça l'est moins, mais pour nous, c'est totalement mystérieux, c'est magique. Est-ce que vous travaillez aussi sur les aspects thérapeutiques des ARN dans votre labo? Donc, dans les derniers 5 ou 6 ans, on a développé une plateforme qui permet d'identifier les codes postaux moléculaires en utilisant à la fois des approches en génomique puis aussi en intelligence artificielle. Puis l'idée de ce projet-là, c'est de pouvoir éventuellement prendre ces codes postaux ARN, puis les ajouter sur des molécules thérapeutiques et essayer de raffiner leur ciblage puis leur efficacité de fonctionnement. Donc, non seulement les cibler dans les bons tissus ou dans les bonnes cellules, mais aussi dans les bons sous-compartiments de la cellule pour améliorer leurs effets. Au niveau plus global, donc, on a justement cette initiative dont Dr. Sauvageau parlait plus tôt dans sa vidéo, qui cherche à créer un centre d'innovation et de médecine de l'ARN à l'Institut, qui va cibler, donc qui prend avantage de notre masse critique qu'on a pu mettre en place dans la dernière décennie, et où on va se concentrer sur le développement de nouvelles biotechnologies de l'ARN, de maladies causées par des défauts de fonctionnement des ARN, et aussi une plateforme de découverte d'ARN thérapeutique, comme Martin avait mentionné. Donc, l'idée, c'est que l'IRCM participe dans cette révolution de l'ARN qui a un grand potentiel au niveau technologique et aussi pour thérapeutique, pour guérir les maladies jusqu'à maintenant intraitables. Avant de se laisser, vous voulez rendre hommage à quelqu'un qui a été très important dans toute cette recherche sur l'ARN si importante. Donc, on a eu la chance l'année dernière d'accueillir, après les efforts du docteur Côté, Jean-François Côté, puis Michel Chrétien, de recruter à l'Institut un des grands pionniers du domaine de l'ARN, le docteur Sidney Altman, qui est un Montréalais d'origine, qui a fait sa carrière à l'Université Yale, après avoir fait ses études initialement ici à Montréal. Sid a grandi dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Sid a été un des premiers à démontrer les propriétés catalytiques de l'ARN, c'est-à-dire que les ARN pouvaient agir comme des enzymes dans nos cellules, normalement une fonction qu'on attribuait seulement aux protéines traditionnellement. Donc, ça a complètement bouleversé notre façon de penser à l'organisation des cellules. Et je pense qu'il faut souligner, malheureusement, donc Sid s'était joint à nous comme professeur invité en affiliation. Et malheureusement, il a pu contribuer à certains de nos projets, mais malheureusement, il est décédé plus tôt cette année. Donc, on n'a pas pu pousser les collaborations qu'on aurait voulu avec lui. Mais je voulais quand même prendre le temps de lui rendre hommage ce soir parce que, comme les grands hockeyeurs sportifs et chanteurs, chanteuses qu'on a qui représentent le Québec au niveau mondial, on a eu aussi des grands scientifiques comme Sidney Altman qui ont pavé le chemin pour l'ensemble de la communauté, et en particulier pour les gens qui travaillent sur l'ARN comme nous. Donc, merci. Bravo, Sid. Bel hommage. Merci beaucoup, Dr. Lécuyer. Vous savez, je suis profondément touchée par tout ce que vous faites à l'IRCM. Je ne connais vraiment pas tout, mais sincèrement, ce que je découvre, je trouve ça fascinant. Et comme je vous dis, on a l'impression que vous êtes dans un mode comme ça, là, vers tellement de découvertes, et cette soirée prend tout son sens avec ce que vous venez de nous dire. Alors, un gros merci. C'est formidable de savoir qu'on est des leaders dans ce domaine à Montréal. Restez avec moi, j'ai juste un petit mot à dire pour terminer cette partie. Chers amis, avant de vous laisser retourner à votre repas, n'oubliez pas, je vous ai promis, je vous le rappellerai, que l'encan silencieuse poursuit. Il vous reste, attendez un petit peu, 3 quarts d'heure à peu près, genre 40 minutes avant la fermeture de l'encan. Et puis, j'allais vous dire, nos bénévoles... Ah oui, écoutez-moi bien, c'est important. Chut. Nos bénévoles vont passer bientôt à vos tables pour vous proposer des billets pour le tirage des 2 billets d'avion gracieuseté d'Air Transat. Écoutez-moi bien. 50 $ le billet, 3 pour 120, 8 pour 250. Et je vous incite à vous dépêchez-vous d'acheter vos billets, surtout en les achetant. N'oubliez pas que c'est pour une cause formidable qui pourrait faire toute la différence pour vous ou un de vos proches dans un avenir pas si lointain. Bonne suite de souper.
mesdames et messieurs. Je vais vous demander votre attention, s'il vous plaît, pour quelques instants. Je vous promets d'autres moments de causerie, de réseautage. C'est un moment de rencontre encore. Une belle rencontre qui nous attend maintenant. Alors, une rencontre avec un homme qui, depuis des décennies, travaille à la promotion de la recherche en sciences, tous domaines confondus. Nous allons accueillir celui qui, depuis 2011, est le scientifique en chef du Québec. C'est lui qui, entre autres, conseille le ministre de l'Économie et de l'Innovation en matière de développement de la recherche et de la science au Québec pour viser l'excellence, le positionnement et le rayonnement de la recherche québécoise au Canada et à l'international. Dr Rémi Quirillon, je vous demanderai de monter sur scène, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous ici ce soir, prendre quelques minutes avec vous pour parler de recherche fondamentale. Ça a déjà été mentionné depuis le début de la soirée et on sait tous que c'est très, très important, mais des fois c'est un peu difficile à vendre, entre guillemets, à nos autorités. Très heureux aussi de célébrer avec vous l'excellence de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Plusieurs collègues dans la salle, plusieurs amis dans la salle. J'ai eu le privilège, au début de ma carrière, en revenant au Québec, d'avoir quelques publications avec le fondateur de l'IRCM, Jacques Genet, que j'ai quand même assez bien connu, et d'autres acteurs très, très importants de recherche, de la recherche fondamentale, de la formation d'étudiants, d'étudiantes en recherche à l'IRCM. Les donateurs dans la salle, vous avez un rôle particulièrement important. Lorsque vous, comme individu, vous donnez une organisation, une institution comme l'IRCM, ça rend mon travail, notre travail plus facile. Que c'est des donations du secteur privé, du grand public, ça m'aide, moi, à convaincre les autorités au gouvernement du Québec d'investir davantage en recherche et en innovation. Mais avant d'aller plus loin, il y a eu un petit quiz au début. Moi, j'ai pas de vidéo, par contre, là, mais peut-être une question pour vous. On ne prendra pas trop de réponses, là. Question pour vous. C'est quoi, pour vous, la recherche fondamentale? Ça veut dire quoi? Jean-François, peut-être. Commencez avec Jean-François. Ce serait quoi ta réponse? C'est poser des questions fondamentales par curiosité, par le goût de découvrir des mécanismes inconnus. Répétez, s'il vous plaît. Découvrir des mécanismes inconnus, curiosité, pas avoir peur de l'inconnu, il n'a pas dit ça, mais ça voulait peut-être dire ça un petit peu aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre? Je vois pas. Oui? À l'origine de... Donc, le fondement, la base d'un peu toutes nos connaissances, finalement, ça prend de la recherche fondamentale pour comprendre tous ces phénomènes-là. Pour moi, un peu la même chose. C'est l'imprévu. Pas avoir peur de l'imprévu. Vouloir connaître, vouloir savoir comment ça marche. Pourquoi c'est fait comme ça? Hein, il me semble quand j'étais petit, là, quand jeune, les étoiles. Comment les étoiles tiennent dans le ciel? Ça tombe pas? T'es attaché où? Pourquoi un tel insecte a besoin d'avoir tellement de pattes? Lorsqu'on est un peu agressif, ben on en enlève 2-3 pour voir qu'est-ce que ça fait. Je pense que vous avez tout fait ça. Tout le monde a fait ça. Voilà.
Ah, OK, vous êtes plus gentil que moi. Et si on est plus près de nos petits amis à la maison, pourquoi un chat ronronne? Et comment ça ronronne? Pourquoi? Ça sert à quoi, ça? Est-ce que c'est seulement pour nous, que ça soit plaisant pour nous qui ont créé ça? Fait que tout ce genre de questions-là, c'est vraiment très, très, toujours intéressant. Et c'est ce qui amène, qui conduit à des prix Nobel. Un exemple qui n'est pas du tout un prix Nobel, mais quand même, dans mon laboratoire, lorsque j'étais à l'hôpital Douglas, l'Institut Douglas, à l'Université McGill. Et à ce moment-là, je dirigeais un institut virtuel du gouvernement fédéral, l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies. Et là, c'est d'interagir avec l'appareil gouvernemental. Et là, tu vas rencontrer des sous-ministres, des adjoints, des ministres, puis tu n'as pas nécessairement la réponse que tu veux de leur part. Là, tu sors de la journée de discussion un peu frustré. Et là, tu conduis pour revenir à Montréal. Et là, il y a un de tes étudiants, un étudiant qui appelle, puis dit « Ah, Rémi, pourrais-tu arrêter au laboratoire en revenant d'Ottawa? Il y a quelque chose que j'ai observé que je ne comprends pas. » Et là, on travaillait sur des modèles animaux de différentes maladies mentales. Et dans ce cas-ci, c'était la schizophrénie. Et là, finalement, ce qu'on voyait, les deux, en regardant sous le microscope, c'était l'expression différentielle d'une protéine dans le cerveau associée à l'adhésion des cellules, la protéine NCAM, qui avait une différence. NCAM, dans ce modèle-là, on l'a vu par la suite dans le cerveau des personnes qui ont souffert de cette maladie-là. Donc, ça a été pour moi, pour nous, un moment d'eureka. Hein, lorsque tu as ce moment-là, là, c'est tout simplement fabuleux. Par la suite, ça prend 10 ans à convaincre les collègues un peu partout dans le monde qu'on a raison puis qu'eux ont tort. Là. Mais ça, c'est la beauté de la science, la beauté de la recherche. Donc, vraiment très, très important, cette recherche fondamentale. Ça a été mentionné, la recherche fondamentale, recherche de base dans tous les secteurs, jamais été aussi importante que maintenant. Et on l'a vu, parler beaucoup d'ARN ici, parler de pandémie, parler de vaccins à l'ARN, il y a beaucoup de recherches qui se fait à l'IRCM dans ce domaine-là. Il y a eu énormément de collaborations. Au début de la pandémie, nouvelle séquence, un nouveau virus, tout est en sciences ouvertes, les interactions, les collaborations, c'était vraiment fabuleux. En début de pandémie, je ne sais pas si André est ici, André Veillette, au début de pandémie, j'avais eu des questions de journalistes, ou même du premier ministre. Vous avez des vaccins, on va en avoir quand? 2 ans? 3 ans? Si on pense au sida, aujourd'hui, journée, on n'en a pas. Encore. Après des investissements et en recherche et secteur public et privé, des milliards, on n'en a pas encore. Donc, développer des vaccins très efficaces, très rapidement, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière? Il y a 25, 30 ans de recherche fondamentale un peu partout dans le monde. Donc, très souvent, je dis à mes patrons, pensez que la recherche fondamentale, ça coûte cher. Pensez juste un peu, si on n'avait pas encore de vaccins, on serait où aujourd'hui? Avec cette pandémie-là, des milliers, des centaines de milliers de décès de plus, et notre économie, on ne sait pas trop où on serait rendu. Et il y a d'autres exemples comme ça. Ouais. Ici à Montréal, les impacts de la recherche fondamentale, je viens de parler du sida, le 3TC, développé par un chercheur, un chimiste, Bernard Bello, c'était un premier traitement pour le sida. Il y avait des grands laboratoires partout dans le monde qui travaillaient dans ce domaine-là, mais c'était ici que ça a été trouvé. Intelligence artificielle ou des applications d'intelligence artificielle. Vous avez tous des téléphones cellulaires, vous avez misé là, avec les codes QR et tout ça. Ben, au début, c'est un chercheur d'ici, Oshua Benjo, hein, qui travaillait en mathématiques appliquées. Je me rappelle, il y a 15 ans, qui voulait financer sa recherche, il s'amuse. Hein, la mathématique, à faire des algorithmes, ça va servir à quoi, toutes ces histoires-là? Il y a eu des subventions du Conseil national de recherche, il y a eu des subventions des fonds de recherche du Québec, et maintenant, bien sûr, c'est un des centres mondiaux dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond.
Donc, on pourrait donner des exemples, des dizaines d'exemples de ce type-là. Mais, on doit tirer des leçons de cette pandémie-là. Et encore une fois, recherche fondamentale doit être vue comme un investissement, pas comme une dépense, surtout pour une société riche comme le Québec, comme le Canada. Le Canada est le dernier dans les pays du G7 en termes d'investissement en recherche et innovation, à 1,7 % et on a baissé depuis le début des années 2000. Le Québec est le premier au Canada. On est à 2,3 %. Québec est premier, comme je disais, au Canada. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que je veux. Hein, on veut, je pense, faire la comparaison avec mes patrons. Puis il y a peut-être des gens de Toronto. Is there anyone from Toronto here? Ah, OK. L'exemple que je donne, je ne veux pas me comparer, si on parle du hockey. Canadien de Montréal, je ne veux pas me comparer au Maple Leaf. Je veux comparer aux meilleurs dans le monde, aux gagnants de la Coupe Stanley. C'est ça qu'on devrait viser. Le premier au Canada, ça ne veut rien dire. Donc, on doit viser un peu la coupe de ce côté-là. Et ça, c'est des pays, par exemple, comme la Corée du Sud, la Suisse, Israël, pays scandinaves. Donc, il y a du chemin à faire au Québec et au Canada. Donc, un aspect important en recherche fondamentale, bien sûr, c'est d'avoir suffisamment de budget pour être capable d'appuyer nos meilleurs chercheurs un peu partout au pays. Mais un autre aspect très important, et on le voit pour résoudre nos grands défis de société, c'est de travailler en équipe. Ça a été mentionné. Oui, on a besoin d'experts. Si on veut des vaccins à l'ARN, par exemple, des experts ARN, on a besoin de beaucoup d'autres types d'experts, incluant des expertises en sciences sociales et en sciences humaines et en éthique. Parce que si jamais la société dit « moi, j'en veux pas de cette histoire-là, de ces bébelles-là, de ces produits-là », on a tous perdu notre temps. Donc, d'avoir vraiment des équipes très multidisciplinaires, nous, on appelle ça, dans notre jargon des fonds de recherche du Québec, intersectoriels. Et aussi, dialoguer avec la société pour les collègues dans la société, les voisins qui croient moins à la science, qui propagent des fausses nouvelles, de la désinformation, pas seulement leur dire « vous comprenez rien », s'asseoir avec eux et essayer de mieux comprendre ce qui se passe pour essayer d'endiguer tous les phénomènes de désinformation, parce que ça pourrait éventuellement nous jouer de vilains tours en termes de démocratie. Autre point très important, la littératie scientifique, l'éducation de nos jeunes, et dès le plus jeune âge. Et on fait pas trop mal, mais on pourrait faire mieux. À l'école primaire, des formations, des expos sciences, tout ça, les jeunes sont curieux, sont intéressés. Là où on a beaucoup de difficultés, c'est lorsqu'on arrive à l'adolescence. Chez les jeunes adolescents, et là, le réseau, les amis prennent de plus en plus d'importance et on en perd plusieurs. On doit aider les jeunes au secondaire qui ont de la difficulté à apprendre. On doit le faire, il n'y a pas de question là-dessus. Mais on doit aider aussi ceux qui ont une très, très bonne performance. Parce que là, ils se sentent délaissés. Ils s'ennuient très souvent à l'école et on les perd. Ils font du décrochage. On a du décrochage aux deux bouts. Ceux qui ont de grandes capacités, ceux qui en ont peut-être un peu moins. Il faut aider tous les jeunes et les engager dans la science. Les expos sciences, c'est très bien. Il faut élargir. Ça prend plus que ça parce qu'on a des convaincus qui vont aux expos sciences. Aussi, et là vous êtes, encore une fois, je fais appel à vous, redonner à la société. Pour moi, et je pense pour plusieurs des collègues dans la salle ici qui font des carrières en recherche, c'est un privilège de faire une carrière en recherche. Hein? Vraiment, c'est comme on est un peu des artistes. Puis on ne suit pas une voie linéaire, il y a des allers-retours. Et il faut écouter un peu, le nez, ça prend un nez en sciences pour bien réussir en recherche. Donc, nous, financer
par les payeurs de taxes. Il faut redonner à la société. Je sais que ça se fait là, dans différents programmes de l'Institut de recherche clinique. Et nos jeunes, la jeune génération, la relève, veut le faire, veut participer à tout ça et redonner à la société. Redonner à la société aussi, c'est vous. Et là, ce serait peut-être mon dernier point, là, comme société riche, de redonner à des institutions comme l'IRCM. Et je dirais, il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont importants. C'est un geste qui va vous amener plus loin. Ça nous rend fiers de l'organisation, de l'institution. Et je remercie tous les membres de la Fondation qui redonnent à la société québécoise, qui redonnent à l'IRCM. Très, très, très apprécié. On a besoin de vous. Et comme je disais, ça m'aide moi aussi lorsque vous êtes engagé dans une cause comme la cause de l'Institut de recherche clinique. Merci bien. Merci, Dr. Quirion. La recherche a vraiment besoin de scientifiques rassembleurs comme vous, vraiment, et d'expliquer aussi bien. C'est formidable. Alors, je vais vous demander donc de rester avec moi pendant que j'invite de nouveau Jean-François Côté, Dr. Jean-François Côté, qui a une belle nouvelle à nous annoncer. Rebonsoir tout le monde. Donc, ce soir, je suis très heureux de vous annoncer que nous remettons la médaille du mérite de l'IRCM au scientifique en chef du Québec, le Dr. Rémi Quirion. La médaille du mérite, un petit mot sur la médaille du mérite, c'est une médaille que l'IRCM remet depuis 1967. Nous remettons ce prix pour souligner le travail des gens d'exception qui soutiennent l'essor des sciences biomédicales ou qui défendent les valeurs chères de l'IRCM. Ce soir, avec Rémi, on coche les deux cases. Donc, comme mentionné plus tôt, Rémi joue vraiment un rôle clé dans l'écosystème de la recherche québécoise en guidant notre super ministre du ministère de l'Économie, Innovation et Énergie dans son quotidien. Mais comme vous avez pu le constater en écoutant le merveilleux discours de Rémi, avant tout, le Dr. Quirion est un chercheur chevronné qui a publié plus de 650 articles scientifiques dans des revues scientifiques bien reconnues. En fait, c'est vraiment un des chercheurs en neurosciences, incluant beaucoup de travaux en Alzheimer, qui est parmi les plus cités dans ce domaine au monde. Hautement décoré, juste pour en nommer quelques-unes et pour rester au Canada, Ordre national du Québec, Ordre du Canada, Prix du Québec Wilder Penfield, Société royale du Canada. Rémi, comme vous avez pu entendre dans son discours, a joué plusieurs rôles de leadership tout au long de sa carrière. Il a pris la direction de l'hôpital Douglas, le volet scientifique de l'hôpital Douglas, a été le premier directeur scientifique de l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et de la toxicomanie à l'agence fédérale qu'on appelle l'IRSC, qui finance vraiment la recherche qu'on fait dans nos laboratoires. Puis il a aussi agi à titre de vice-doyen de la vie sciences et aux initiatives stratégiques à l'Université McGill. Dr. Quirion est un rassembleur. Il fait travailler, comme vous avez pu l'entendre dans son discours, les gens de l'écosystème de la recherche ensemble pour identifier des nouvelles initiatives ou des nouveaux projets porteurs au Québec et en collaboration avec l'international. Il encourage la recherche intersectorielle. Il nous fait travailler tous ensemble vers de nouvelles découvertes. Notons chez nous, à l'IRCM, il a toujours supporté notre leadership à développer des programmes en sciences sociales tels que la recherche en éthique menée au laboratoire du Dr. Éric Racine. À travers le monde, il représente le Québec et la recherche qui se passe au Québec. Il dirige des comités aviseurs et il fait rayonner tout le Québec. Mais c'est vraiment sur le terrain que Dr. Quirion joue un vrai rôle. Il est présent, il est toujours à l'écoute des défis, des bons coups dans tous les centres de recherche et particulièrement la relève scientifique lui tient à cœur. En arrière-scène, et certainement pas avec la reconnaissance qu'il mériterait, il fait tout son possible, tous ses efforts pour que la recherche au Québec soit bien en santé, et ce, depuis 11 ans. Pour tous les programmes de support de bourse de carrière, de support de salaire étudiant, de
d'initiatives stratégiques de réseau et de tous les efforts qu'il fait pour supporter la relève scientifique. Nous voulons souligner la contribution exceptionnelle du Dr Quirion aux sciences médicales et encore plus. Donc, je lui présente la médaille du mérite de l'IRCM. Magnifique. Merci beaucoup, Dr Côté. Félicitations de nouveau, Dr Quirion, pour votre engagement et votre dévouement. Alors, là-dessus, écoutez, l'encan silencieux est désormais fermé. Si vous avez remporté la mise, écoutez-moi bien. Vous allez recevoir, si vous avez remporté votre mise à l'encan, vous allez recevoir un lien sur votre téléphone pour le paiement et vous pourrez récupérer votre lot à la sortie de la salle à la fin de la soirée. À noter aussi qu'on va procéder au tirage dans quelques minutes, alors restez des nôtres puisque je vous le rappelle, c'est un prix de présence. C'est l'heure du dessert. À tout de suite. Mesdames et messieurs, écoutez, je tiens vraiment à vous dire que vous êtes une salle exceptionnelle ce soir, mais vraiment, c'est fantastique. Et c'est le moment du grand tirage, du voyage pour 2 personnes, classe économie, vers n'importe laquelle des destinations d'Air Transat. Pour procéder au tirage, nous allons accueillir les représentants d'Air Transat. D'abord, Madame Marion Ancel, responsabilité d'entreprise, Madame Ancel. Et Madame Nantes Diakité, soutien à la haute direction. Mesdames. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que c'est un prix de présence. Alors, si on tire votre numéro, vous vous levez, vous venez ici à gauche de la scène pour une prise de photo. Alors, on y va, on tire. J'allais dire on tire et on y va en même temps, ça a donné on tira. Je vais le faire au micro, oui. Alors, roulement de tambour psychologique. 6, 8, 7, 2, 0... 2, 1. Je vais vous laisser. Que c'est agréable de faire des heureux comme ça. Alors là, ce sera la séance de photos, bien sûr. Alors, félicitations aux gagnants. Bon voyage, on veut des cartes postales. Et encore une fois, un grand merci à Air Transat pour son appui. Bravo! Et là, ça a été vérifié par le Haut Comité de direction. Tout est beau. Alors, encore une fois, un gros merci à Air Transat pour son appui. Je vous demande votre attention encore quelques instants, s'il vous plaît. Merci. Avant de vous dévoiler les résultats de ce gala, j'aimerais, au nom de la Fondation de l'IRCM, remercier les plus grands partenaires de cette soirée. Guilvin International, RBC, ABB, Biron Groupe Santé, Desjardins Capital, Dubo Électrique, la SAQ,
Schneider Electric, IPEX, Nesco et UAP. Merci. Du fond du cœur, merci. Et maintenant, pour l'annonce des résultats, j'invite sur scène dans un premier temps M. Luc Rodier, président d'honneur du gala, et M. André Couillard, président de la Fondation. Bonsoir, M. Couillard. Alors, vous êtes président de la Fondation de l'IRCM et je pense que vous souhaitez souligner un fait très important ce soir. Bien, d'abord, oui, un peu rapproché. D'abord, pas long, là. Juste remercier tout le monde d'être ici ce soir. C'est fabuleux. Au nom de l'IRCM et au nom de la Fondation, il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués pour mettre ça sur pied. Et je voudrais remercier l'équipe de la Fondation qui a travaillé très fort, là, Marie-Bénédicte. Le comité du gala, sous la direction de Ginette, je ne sais pas si Ginette nous voit, là, si elle est encore là, Ginette Paquin, qui est probablement pas couchée dans son lit, mais pas trop forte, en tout cas. Et je voulais remercier énormément Luc Rodier, qui nous permet ce soir d'atteindre un niveau qu'on n'a jamais atteint à l'IRCM pour un gala annuel. On te donne un petit cadeau que tu pourras déguster. Tu m'inviteras. Oui, c'est ça, je vais y aller. Alors, merci beaucoup, Luc, puis merci beaucoup tout le monde d'être ici. On espère vous revoir tous l'année prochaine pour un autre gala. Merci beaucoup. André l'a dit, merci profondément. La soirée de ce soir est un immense succès, pas à cause de moi, à cause de vous. Sans vous, Dr. Quirillon l'a dit, il n'y a pas de petit don. Je vous garantis que ce soir, ce n'est pas un petit don. Le résultat, je suis extrêmement fier de l'annoncer dans quelques minutes. Oui. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Thank you very much, everybody, especially my partners, suppliers for tonight. The success of this night is because of you. So thank you very much. And thank you, everybody at the IRCM. Merci. Puis moi, je dis oui, c'est en grande partie grâce à vous aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas de petit don, mais le don de soi pour s'occuper d'une cause comme ça, c'est très important. Alors, je veux remercier aussi les bénévoles ce soir et toute l'équipe, bien sûr, de la Fondation, travail remarquable. Et je vais inviter maintenant Jean-François Côté, un habitué de cette scène, président directeur scientifique de l'IRCM, et Marie-Bénédicte Préti, directrice générale de la Fondation de l'IRCM, à venir nous rejoindre sur scène. Je pense qu'on peut applaudir Marie-Bénédicte très fort. Et puis, c'est le moment tant attendu. Monsieur Rodier, vous allez nous annoncer, bien sûr, les résultats. Je sais que ça vous tentait de le dire il y a quelques instants, mais là... Je me suis retenu. L'an dernier, on a ramassé, pour la version virtuelle, 500 000 $. C'est un énorme montant. C'est avec énormément de fierté que je vous annonce que le résultat de ce soir est de 700 000 $. Alors, merci à vous tous. Mon petit mot de la fin, je vais vous laisser tranquille dans quelques instants. Juste un dernier mot, parce que vous allez voir, il est assez important quand même. Alors, juste votre attention quelques instants, s'il vous plaît.
Vous allez voir, ça a tout un sens. Parce qu'en fait, ce que je veux vous dire en terminant, c'est que si vous avez envie de continuer à fêter, à célébrer ce soir ce montant exceptionnel, cette belle soirée, je vous invite à retourner dans la salle cocktail où un bar digestif vous attend pour poursuivre vos discussions. Alors, vous voyez pourquoi je voulais que vous m'écoutiez. Vous allez retrouver certains chercheurs de l'IRCM. N'hésitez pas à échanger avec eux. Alors, merci encore une fois pour votre présence. Merci de faire une différence pour l'IRCM. Je vous remercie encore de votre attention. Je le répète, vous avez été une salle fabuleuse. Alors, bonne fin de soirée. Soyez prudents sur la route. Merci.